dans Oser la reconversion, le podcast numéro 1 sur la reconversion. Je suis Claire Virose, ancienne avocate d'affaires, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Si toi aussi tu as choisi une carrière par défaut ou pour faire plaisir à ton entourage, tu te demandes ce que tu fais encore dans ton job, découvre ici chaque lundi des invités qui te ressemblent et qui ont osé la reconversion dans tous les domaines. Ils nous racontent leur success story pour à ton tour oser la reconversion. Saviez-vous qu'à seulement 2 heures de Paris et 1 heure de Londres se trouve un havre de paix chargé d'histoire, de gastronomie et de savoir-faire? En plein cœur de la région Normandie, le Calvados offre une multitude de paysages entre bords de mer et campagne, Honfleur et Deauville, forêts verdoyantes et pôle urbain dont la métropole régionale de Caen. Berceau de l'impressionnisme, terre du cheval mais aussi lieu de rencontre pour tous les passionnés de gastronomie, le Calvados est la destination idéale pour retrouver un idéal de vie stimulant, convivial, proche de la nature, tout en restant connecté grâce à la fibre. Alors n'attendez plus pour démarrer votre nouvelle vie dans le Calvados et laissez-vous accompagner dans cette démarche grâce au service Accueil Installe Calvados. Accueil Installe Calvados est un service d'hospitalité gratuit mis en place par Calvados Attractivité, l'agence du conseil départemental du Calvados. Il est ouvert à tous les actifs en recherche de mobilité professionnelle. À travers 5 points clés, il vous facilite et vous accompagne dans votre installation. Vous renseigne et vous fait découvrir votre futur cadre de vie grâce notamment à des itinéraires en autonomie. Vous accompagne dans les démarches d'inscription scolaire et la recherche de modes de garde de vos enfants. Recherche un logement qui vous correspond en mobilisant son réseau de partenaires. Aide à la recherche d'un emploi pour votre conjoint grâce à la mise en relation avec ses partenaires emploi qui favorise l'accompagnement, la diffusion du CV et les rencontres avec le réseau. Recommande également l'offre de loisirs sportifs et culturels selon votre centre d'intérêt pour profiter de votre futur cadre de vie et vous sentir chez vous. Le Calvados vous attend les bras ouverts, alors n'attendez plus et rendez-vous sur leur site internet www.vivredanslecalvados.com. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Sylvie Lefranc. Après avoir travaillé en tant que haut fonctionnaire pendant 20 ans, Sylvie est aujourd'hui l'experte en France numéro 1 du yoga du visage. Elle est suivie sur Instagram et sur YouTube par plus de 85 000 abonnés sous le pseudo sylvie.lefranc, Lefranc. Avec des parents professeurs de mathématiques, Sylvie était forcée d'aimer les chiffres. Mais Sylvie, elle, préfère les crèmes et rêve de devenir esthéticienne. Ses parents s'y opposent et Sylvie fait donc une classe prépa puis l'ENSAE. Elle sera haut fonctionnaire pendant 20 ans et travaillera en tant qu'économiste et statisticienne sur les chiffres officiels de l'INSEE qui servent de base de décision aux politiques publiques en France. Depuis très jeune, Sylvie a toujours été passionnée par la danse classique. C'est suite à plusieurs blessures qu'elle est contrainte d'arrêter et qu'elle découvre le yoga. Sur son temps libre pendant une vingtaine d'années, Sylvie se forme en parallèle de son job aux techniques de bien-être, à la gymnastique faciale et profite de chacune de ses vacances pour voyager en Inde et se former à l'Hatha Yoga, le yoga le plus traditionnel, et au massage ayurvédique. Aujourd'hui et depuis 2020, Sylvie a quitté son poste de haut fonctionnaire et se consacre à son métier passion, comme elle l'appelle. Elle est l'experte numéro 1 en France du yoga du visage, une approche unique qui combine des exercices et des postures pour étirer et détendre les muscles du visage, pour aider à limiter les rides d'expression, à raffermir la peau et à raviver l'éclat du visage. Mais ce n'est pas seulement une question de beauté extérieure, car le visage est aussi le reflet des émotions et le yoga du visage peut aider à libérer des émotions enfouies. Sylvie donne des cours particuliers de yoga du visage, en physique et en ligne, et des formations professionnelles. Elle crée également des protocoles de soins pour de grandes marques comme Payot. Alors avec Sylvie, on a évoqué sa carrière de statisticienne, de performance, à quel point elle se sentait dans une boîte lorsqu'elle travaillait à la Défense, la réaction de ses parents à l'annonce de sa reconversion pour exercer un métier atypique, de la nécessité sociétale d'exprimer son unicité, de la prévention des rides et du lâcher-prise de ses émotions, et de l'importance de ne pas se comparer. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Sylvie. Bonjour Sylvie, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Claire-Evie, mais moi je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Alors donc moi je suis Sylvie Lefranc, aujourd'hui je suis experte en yoga du visage, facialiste et enseignante de yoga, même si je consacre surtout mon temps au yoga du visage et aux soins. Et je suis venue à ce nouveau métier il y a quelques années, qui est vraiment un métier passion qui
qui m'habite depuis très, très, très longtemps et dont je suis ravie aujourd'hui. Donc, tu es la spécialiste numéro un du yoga du visage en France. Alors, j'ai vraiment hâte de savoir, ce que c'est déjà parce que ça paraît un petit peu, énigmatique, et surtout ça avait rien à voir avec ce que tu faisais. Tu étais dans un métier, beaucoup plus, classique, on va dire. Est-ce que tu peux nous raconter, tes études et puis, ton premier métier? Alors moi, effectivement, j'ai un tout autre parcours parce que je suis, donc quand j'étais petite, tu vois, je voulais être esthéticienne, mais très tôt, en fait, sans bien savoir ce que c'était. Mais je sais que quand j'allais chez les personnes qui aimaient plein de crèmes dans la salle de bain, et cetera, j'adorais tout ça. Et j'ai une maman qui n'était pas du tout coquette. Donc j'étais un peu frustrée par rapport à ça, d'une part. Et d'autre part, moi, je suis, enfin, mes 2 parents étaient professeurs de mathématiques. Donc quand j'ai évoqué que je voulais faire, un métier, comme esthéticienne, ça n'a pas été très, très bien reçu. Donc finalement, je me suis fondue dans le moule parental et j'ai fait, les classes préparatoires aux grandes écoles et les grandes écoles. Donc j'ai fait l'ENSAE, qui est l'école d'administrateurs de l'INSEE et je suis devenue, administratrice de l'INSEE et donc j'ai été haut fonctionnaire, de 2000 à, 2020. En fait, même si à la fin j'étais à temps partiel pour justement commencer mon métier passion, mais j'ai passé donc quand même 20 ans dans la fonction publique. Et en tant qu'administratrice de l'INSEE, j'avais plusieurs postes, j'ai beaucoup bougé, puisque l'idée c'était d'être dans les services statistiques ministériels, donc de faire tous les chiffres sur lesquels se base la politique publique en France. Donc je suis passée par le Trésor, le ministère de l'Environnement, le ministère du Logement et autre chose encore. Oui, c'est les statistiques, en gros, c'est ça, Oui, hein? c'est ça, exactement. En fait, j'étais économiste et statisticienne, mais j'étais en partie chargée de piloter la production des chiffres officiels. Donc c'est super marrant quand même parce que c'est un énorme décalage entre tes 2 carrières. Comment tu as fait pour faire ça 20 ans? Alors, j'ai notamment tenu parce que tu vois, dès mon premier poste, qui était donc au Trésor, j'ai commencé à faire des formations autres. J'étais passionnée par la danse quand j'étais plus jeune et puis finalement, je me suis blessée à plusieurs reprises, donc c'est comme ça que j'ai découvert le yoga. Ça a été un coup de cœur absolu. Donc très vite, j'ai pratiqué beaucoup de yoga, puis je suis allée me former en Inde, et en France, à l'enseignement du hatha yoga. Dans ces formations, j'ai découvert le massage ayurvédique, qui a été une autre passion. Donc j'ai passé toutes mes vacances, tu vois, toutes les vacances que j'avais, dans mes postes, dans la fonction publique, je les passais à faire des formations et à voyager et à apprendre des techniques, de bien-être. Donc j'ai fait beaucoup de voyages en Inde pour apprendre le massage ayurvédique. Après, j'ai découvert aussi la gymnastique faciale par des jeux comme ça de pseudo-hasard, mais qui sont surtout des rencontres plus que des hasards. Donc, j'ai découvert comme ça la gymnastique faciale qui a aussi été une autre révélation. Et comme ça, tout mon parcours, tu vois, au cours de ces 20 années, en fait, je me disais, bon, OK, j'ai un travail. C'est un travail de devoir, c'est un travail alimentaire, etc. Et puis à côté, j'ai ma passion. Et puis c'est vrai qu'il y a un moment où finalement, on sent qu'à l'intérieur, le feu de la passion est suffisamment actif et suffisamment brûlant pour se dire, OK, là maintenant, il faut que je fasse la bascule. En fait, ça ne peut plus être qu'un loisir parce que finalement, ça n'a pas de sens de consacrer l'essentiel du temps à faire quelque chose pour lequel on ne se sent pas appelé ou à sa place. Oui, tu avais trouvé un équilibre quand même, pendant un certain nombre d'années où tu te sentais OK voilà, tu te sentais quand même assez heureuse parce que tu avais ces à côté. Absolument. Et comment tu as découvert le yoga alors? Comment ça s'est passé? Alors, donc de 3 ans à 20 ans, je faisais beaucoup de danse classique et de danse contemporaine. Donc j'adorais déjà cette sensation d'habiter mon corps par le mouvement et cetera. Et puis après, ben, voilà, j'ai eu pas mal de problèmes de genoux, enfin et puis bon, quand on avance dans le temps, finalement, la danse classique, enfin, c'est peut-être totalement, arbitraire et un a priori, mais bon, je me sentais moins de faire tout ça, mais j'avais envie d'avoir une pratique corporelle et puis je faisais aussi beaucoup de vélo dans Paris. Alors c'est vraiment des concours de circonstances et je suis tombée à vélo justement en allant, à l'INSEE à l'époque. J'ai glissé sur un trottoir, en tout cas, il y avait de l'essence, je me suis cassé, l'épaule, donc plus moyen de faire des sports, un peu plus intenses et puis l'envie par contre de rééduquer mon corps de façon douce et c'est comme ça que j'ai découvert le yoga et ça a vraiment été une révélation comme avec l'Inde d'ailleurs. C'est vraiment été un pays, quand j'y suis allée pour la première fois, dans le cadre d'un voyage, mais c'était en 2006 et je me suis dit: «Waouh, il y a quelque chose qui se passe avec ce pays, cette culture». Ça fait très longtemps que je n'y suis pas retournée, mais tu vois, le père de ma fille est indien, donc ma fille est à moitié indienne
aussi. Donc, j'ai gardé une connexion très forte avec le pays, notamment par rapport à ma fille aujourd'hui, même si je suis séparée de son papa. Et c'est vrai que il y a vraiment eu des rencontres comme ça. Et le yoga a été une rencontre dans ce rapport au souffle, dans cette présence aussi, tu vois, qui était dénuée de toute notion de performance, ce que j'essaye aussi de véhiculer aujourd'hui dans le yoga du visage. On en reparlera après. Même si on est dans une logique de bien vieillir, de prévention et de correction du vieillissement, mais on n'a pas une logique de performance. Et c'est le corps qui nous parle plutôt que le mental qui parle au corps. C'est le corps qui parle à la tête en disant moi, c'est ça qui est juste pour moi. Et si tu veux, ça a été une révélation par rapport à la danse où on est vraiment dans une contrainte corporelle. Bon, on pousse le corps au-delà de ses limites. Et là, je me dis, ah non, on est dans une toute autre perspective. J'habite mon corps, je le comprends, je le ressens, il respire et je l'accompagne dans les mouvements, mais c'est lui qui dicte la danse et pas ma tête. En fait, ce qui, par rapport à mon ancien métier aussi, c'est une révélation où la tête était quand même le point central de toute mon activité. Et c'est marrant que tu dis on n'est pas dans la performance parce que finalement tout ton métier ça tournait autour de la performance avec que des chiffres. Donc c'est rigolo. Oui, absolument. Toujours à d'être, voilà, d'avoir des chiffres de croissance. Enfin, selon les chiffres, il fallait que ça monte ou que ça baisse, mais il fallait qu'il y ait une certaine direction dans la courbe aussi, absolument. Et puis des études où finalement la performance, les classes préparatoires, etc., il fallait toujours être le meilleur, réussir les concours en étant dans le petit lot des personnes qui allaient passer, etc. Et c'est vrai que, oui, c'est être dans une autre discipline où finalement, on sait qu'on est chacun à sa place aussi. On n'a pas à se comparer à l'autre. Et sur le plan de l'esthétique, c'est aujourd'hui extrêmement important et c'est un message que j'essaye au maximum de faire passer dans mon enseignement, c'est qu'il n'y a pas de critères. En fait, nous sommes toutes et tous uniques et nous sommes là pour exprimer cette unicité au monde et certainement pas pour ressembler à des standards extérieurs artificiels. Et comment ça se passait ta carrière du coup en tant que haut fonctionnaire? C'était stressant? Comment tu le vivais? En fait, ça m'a beaucoup apporté parce que c'est tout un univers qui s'ouvre finalement où on voit un peu la politique publique de l'intérieur, la façon dont les décisions sont prises, comment les chiffres sont construits, etc. Donc, je dirais que tu vois, quand j'ai commencé assez tôt, mon premier poste, j'avais un sentiment d'épanouissement et tu vois, de me dire, waouh, je suis une grande dame maintenant, je suis dans la fonction publique, je vois les choses de l'intérieur, j'assiste à des réunions, je suis en tailleur, etc., je suis à Bercy. Enfin, tu vois, il y avait tout un côté très... Girl boss? Oui, voilà, exactement. Je me sentais vraiment accomplie en me disant, waouh, impressionnant, je fais tout ça, etc. Et puis, donc, j'ai eu des moments de grande satisfaction, en fait, d'accomplissement, de voir les choses, etc. Et puis après, c'est vrai que je pense que si tu veux, ce qui s'est réveillé petit à petit, c'est que je n'étais pas là par chemin personnel. Je pense qu'il y a des personnes qui sont dans la fonction publique et notamment des anciens collègues que j'ai qui sont extrêmement épanouis parce que finalement, c'était un chemin qui pour eux était leur chemin. Et moi, en fait, j'ai réalisé que c'était le chemin de mes parents et c'était pas mon chemin. Et donc, tu vois, tous ces chiffres, par exemple, j'ai réalisé qu'en fait, je n'ai pas forcément non plus je n'ai pas une appétence pour les chiffres spontanément. Et donc, de produire des chiffres, de voir des tableaux Excel avec plein de chiffres, de devoir faire des projections, je me dis, mais en fait, je fais ça, mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui ne répond pas. Donc, ça a été un processus progressif. Et puis après, il y avait aussi, je pense, un besoin d'agir concrètement. Et ça, je l'ai vraiment ressenti il y a 10 ans, parce que j'ai fait quand même une première pause. Tu vois, il y a 10 ans, j'étais partie en disponibilité. Puis après, j'étais enceinte de ma fille. Donc, les choses n'ont pas abouti. Puis il y a des moments où c'est pas le moment. En fait aussi, je pense qu'à 30 ans, j'étais moins prête qu'à 40. Il n'y avait pas la maturité intérieure et j'avais pas encore trouvé vraiment le sens de mon projet professionnel tel qu'il est aujourd'hui. Et j'ai travaillé à l'époque au ministère de l'Environnement et c'est l'époque du Grenelle de l'environnement. Donc on était à fond sur les projets environnementaux. Et en même temps, si tu veux, j'ai eu vraiment cette sensation de quelque chose de désincarné. Tu vas me dire, oui, ok, on fait des projets environnementaux, mais on est là dans des bureaux à la défense, c'est désincarné. Et donc je me disais, ok, je vais partir en disponibilité et l'idée c'est d'enseigner le yoga et d'aller sur un projet de reforestation en Inde du Sud, à côté d'Auroville, en disant là, je vais agir, je vais avoir une action concrète. Et si tu veux, ça a été aussi un autre déterminant, c'est de me dire en fait, je suis dans l'administration, je contribue à la prise de décision politiques qui sont censées améliorer le bien-être des gens. Je suis tellement loin des gens. En fait, c'est quelque chose qui me dit, mais je prends des décisions sur des personnes dont je suis très très loin et je ne sais même pas quelle est finalement la finalité de ces décisions réelles. Alors qu'aujourd'hui, je donne énormément de cours particuliers, je donne des ateliers, je donne des cours collectifs, je donne des soins. Je suis en contact réel avec les gens et quand je leur fais du bien, je le sais. Et quand ça n'a pas suffisamment fonctionné, je le sais et j'ai un feedback direct et j'ai un rapport direct aux personnes que je suis censée aider. Et ça, c'est quelque chose qui petit à petit vraiment s'est fait sentir en disant
non, je veux avoir un contact réel avec le monde. J'avais besoin de concret, pas dans un bureau, au 20e étage d'une tour à la Défense. Je ne sais pas ce que je fais vraiment, en fait. C'est rigolo parce que, et c'est vrai que quand je vois dans le métro, les jeunes, tu sais, ils ont l'air, presque des enfants et qui sont déjà en costume et qui vont à la Défense, qui sont fiers, tu vois? Ça se voit qu'ils sont contents et je les regarde et puis je me dis: «Bon, c'est vrai qu'en fait, il faut commencer par là parce que, tu as envie de prouver au monde que tu peux le faire, que tu peux travailler dans les grandes tours» et donc c'est rigolo que tu en reparles parce que souvent je les regarde et je me dis: «Bah, moi aussi j'étais comme ça» et c'est vrai que c'est marrant un peu cette désillusion qu'on Oui. a après de se dire en fait, c'est une apparence tout ça. Absolument, c'est juste un costume. C'est comme du théâtre. Ouais. On se dit: «Ah, comme j'ai le costume, finalement, j'ai un vrai rôle dans la pièce». Puis après, on se dit: «Bah, en fait, non». Ouais et alors comment tes parents l'ont pris? Je veux dire, c'est un peu eux qui t'ont poussé vers les chiffres. Comment ça s'est passé pour eux justement tout ce processus et puis surtout, quand tu as décidé de sauter le pas pour, complètement changer? En fait, c'était très difficile. Aujourd'hui, ils ont accepté notamment parce que ça fonctionne. Je pense qu'il y avait beaucoup de peur aussi dans le fait de se dire, finalement mes parents, aujourd'hui, ils ont 75 et 76 ans, donc ils sont d'une génération et ils viennent de milieux tu vois, ma maman était fille d'une immigrée ukrainienne, qui n'a pas parlé français. Bon, enfin voilà, mon père, au niveau de mes grands-parents, déjà des personnes qui avaient une bonne situation, mais la génération d'avant venait vraiment d'un milieu, aussi, très pauvre de familles, du nord de la France. Donc je pense qu'il y avait cette grande peur de se dire: «Waouh, on a réussi finalement à amener notre fille à une certaine position sociale où elle est en sécurité, parce qu'elle est dans la fonction publique». Et pour mes parents notamment, qui étaient tous les 2 enseignants, et donc fonctionnaires en fait, il y a vraiment ce côté, ça c'est la sécurité. Il y a Il y a pas pas mieux. mieux. C'est vraiment la sécurité, elle n'a pas à se poser de questions, elle s'endort le soir, elle sait que le lendemain elle a un travail et cetera. Donc je pense qu'il y avait tout ce cadre au-delà du prestige, de la position, des grands concours et cetera. Il y avait ces 2 dimensions. Il y avait ce côté: «Ah là là, mais avant on était fiers parce qu'on savait bien ce qu'elle faisait, c'était reconnu sociétalement comme un beau métier. Maintenant, enseignante de yoga du visage, bon, c'est moins, c'est quand même beaucoup plus original et c'est beaucoup moins, universellement reconnu comme étant un beau métier». Il y avait cette dimension, puis après il y avait la dimension de sécurité. Donc je pense que ça leur a créé beaucoup de peur, beaucoup d'incompréhension. Aujourd'hui, j'ai vraiment arrêté complètement en 2020, mais j'étais à temps partiel depuis plusieurs années avant justement pour pouvoir exercer, mon métier. Et je pense que le fait que ça fonctionne, qu'ils voient que finalement, bah, j'arrive à vivre, j'ai mon appartement, j'arrive à vivre avec ma fille, elle est en garde alternée, mais je ne demande de l'argent à personne, j'assume tout, j'écris les livres, ils voient que je donne des cours, donc que je pense que maintenant, avec le recul, ça les rassure et ils voient aussi que je suis épanouie. Donc aujourd'hui, je pense que le processus est accepté. Même si, tu vois, il y a toujours cette petite crainte de me dire: «Mais est-ce que tu es sûre que tu n'auras pas un jour envie de retourner, dans la fonction publique?» Qu'est-ce que tu dis quand ils te disent ça? Qu'aujourd'hui, en fait, je pense que j'ai aussi appris à composer avec le risque. C'est vrai que rien n'est garanti et c'est vrai que les choses, quand on est dans le monde de l'entrepreneuriat et c'est très incertain mais je pense qu'après, les hauts et les bas font moins peur une fois qu'on les vit que tant qu'on ne les a pas vécus. Et puis je pense que je leur dis que je fais confiance, en fait. Je fais confiance et je me fais confiance sur le fait que j'ai des capacités de rebondir et que si à un moment donné, je m'aperçois que le métier tel que je l'ai conçu jusqu'à présent a besoin d'évoluer, je saurai le faire évoluer pour continuer à trouver une voie qui me permette de vivre matériellement aussi. Parce qu'effectivement, je dois assurer et ma survie et celle de ma fille et de Bretzel le chat. Mais c'est vrai que c'est un bon conseil parce que, moi, c'est vrai que ça a été aussi un peu compliqué avec ma famille quand je me suis reconvertie et maintenant ils l'ont totalement accepté aussi et je pense qu'il faut faire confiance au temps, que c'est pas parce que, voilà, notre entourage, directement est plutôt contre qu'il ne va jamais l'accepter et je pense que c'est aussi, oui, à nous de montrer que c'est possible, qu'on peut le faire et qu'on ne demande rien à C'est personne, en ça, fait. exactement. Je pense que c'est vraiment Ouais. important de se montrer autonome et puis de se faire suffisamment confiance pour que les autres autour aient confiance en nous. Et je pense que c'est là-dessus aussi. Et tu vois, moi, j'ai aussi beaucoup réfléchi, j'ai pris beaucoup de décisions dans ma vie, notamment par rapport à ma fille, tu vois, en me disant finalement, si je devais lui donner un exemple, mais pas un exemple Ouais. théorique, mais un exemple réel, qu'est-ce que je lui donnerais? C'est dans ce cadre finalement que j'ai pris la décision aussi de me séparer de son papa à un certain moment parce que je trouvais que c'était pas un bel exemple finalement que de montrer un couple dysfonctionnel. Je me suis dit non, j'ai pas envie de laisser ça comme modèle. Finalement, je préfère montrer l'exemple d'une dire, bah, quand ça va pas, on est capable de partir et c'est douloureux, mais on arrive à reconstruire un équilibre qui est beaucoup plus harmonieux que l'équilibre de départ. Et pareil sur le plan professionnel, tu vois, de me dire, bah, en fait, dans la vie, on peut prendre des risques et on peut aussi se dire, j'ai quelque chose à l'intérieur de moi qui m'est donné par la vie et que je dois presque un peu sociétalement, j'ai le devoir de faire fleurir parce que ça, c'est unique finalement. C'est quelque
quelque chose qu'on a en propre et qui n'est pas dicté par un système nécessairement, mais on sent que sociétalement, on peut vraiment apporter des choses et avoir le courage de s'exprimer par rapport à ce que l'on est, même si la voix n'est pas classique. Et c'est aussi, tu vois, quelque chose qui me porte de me dire, si je vais donner un exemple, de me dire, ah bah non, il faut que tu rentres dans une boîte. Et c'est vrai que les tours de la Défense ressemblent vraiment à des boîtes, en fait. Les bureaux sont totalement identiques. On a toutes ces boîtes et tu rentres dans une boîte. Et tu vois, quelque chose qui était très frappant aussi, c'est que quand j'étais en poste dans la fonction publique, c'est pas la personne qui compte, c'est vraiment la fonction. Et après, il y a beaucoup de turnover dans les postes, on doit changer tous les 3 à 4 ans. Et donc, tu prends la fonction de quelqu'un d'autre. Et donc, finalement, ce n'est pas vraiment toi qui compte, c'est ta fonction. Et quand on a la carte de visite ou les petits écriteaux sur les portes pour repérer qui on est, en fait, on a à peu près 10 lignes qui montrent toutes les structures emboîtées dans lesquelles on s'insère. Et à la fin, tout en bas, en tout petit, il y a le nom. Tu vois, et c'est très très particulier de se dire en fait on est juste une fonction, mais nous on a aussi des talents. C'est très important finalement dans la vie de pouvoir révéler ses talents parce qu'il y a de la place pour les talents de chacun. C'est comme un peu des fourmis, hein, parce que moi aussi j'ai travaillé à la Défense et rien que d'en parler ça m'angoisse. Je te comprends. Ça fait 4 ans que je suis partie, ça me donne mal au ventre d'y penser, mais c'est vrai que moi mon angoisse c'était vraiment le matin. On allait tous au même endroit quand on sortait du métro à Grande Arche et ça m'angoissait ce côté. Tout le monde monte dans ses petites tours et puis voilà, quand parfois le métro marchait mal, on était tous stressés les uns sur les autres à faire la queue dans les couloirs. Rien que d'en parler, franchement, ça m'angoisse et je m'excuse pour les auditeurs parce que je pense qu'il y a peut-être des auditeurs qui nous écoutent, qui vont à la Défense. Mais oui, il y a une vie après la Défense. Hein. Franchement, moi, je trouve que c'est vraiment très, très dur émotionnellement à vivre. Absolument. Et je pense que c'est, tu vois, dans ce processus aussi finalement de saut, entre guillemets, dans le vide, d'une reconversion et d'un travail en indépendant, etc., c'est aussi le fait de dire, OK, qu'est-ce que je subis, entre guillemets, qui ne me correspond pas pour avoir la sécurité, pour avoir, etc., et de se dire, OK, que je fasse la balance. Et puis, je pense qu'il faut essayer. En fait, c'est très important parce que, effectivement, parfois, on se dit, et je connais des personnes qui, finalement, se sont lancées, se disent, ah non, moi, finalement, le travail salarié me convient beaucoup mieux. Mais elles ont essayé et du coup, elles y retournent avec un autre regard parce que c'est basé sur l'expérience et c'est basé, finalement, sur une appréciation des pour et des contre de chaque situation, parce qu'effectivement, il y a des pour et des contre dans chaque situation. Ça peut être aussi angoissant de se dire, ah là là, il y a l'URSSAF, la TVA, les impôts, et je dois payer tout ça, et comment je vais faire si j'ai des mois qui sont un peu moins denses, etc., que d'autres. Mais c'est dire, OK, dans tout ça, et comment je me retrouve, mais comme on le disait aussi, c'est cette sensation de confiance, parce que je trouve que la vie nous accompagne énormément. En fait, quand on est sur notre chemin, on ne se sent pas seul. Il y a des jolies rencontres, ça passe souvent par des personnes, très jolis humains que l'on rencontre sur notre chemin et qui font qu'à certains moments, on se dit: «Ah tiens, cette direction, je n'y avais pas pensé, mais finalement elle se dessine pour moi et je sens que je vais aller sur ce chemin», et là, on s'aperçoit qu'en fait, on a un monde infini de possibilités qui ne nous est absolument pas accessible quand on est dans la petite boîte, en fait. Parce que c'est pas possible, finalement. Là, on nous demande d'avoir un métier très précis et d'avoir une fonction très précise. Or, quand on est indépendant, on peut faire plein de métiers, en fait, différents, qui s'offrent à nous. Oui, on se donne l'opportunité justement de ces rencontres et trouver son chemin qu'on n'a pas quand on a un métier classique avec des horaires de bureau. Voilà, on voit toujours les mêmes personnes. Notre vie, elle peut pas beaucoup changer Absolument. en fait. Et alors, tu fais tes voyages en Inde, tu te mets de plus en plus dans le yoga. Comment tu prends la décision déjà de te mettre à temps partiel? Alors, si tu veux, c'est venu vraiment par la sensation d'avoir créé quelque chose, tu vois, entre mes formations donc je suis enseignante de Hatha Yoga, Yin Yoga, j'ai fait des formations, donc le massage ayurvédique corps et visage, je me suis formée à la gymnastique faciale, je me suis formée aussi au yoga du visage, et puis à un moment donné, j'ai senti mon projet émerger, cette méthode que j'enseigne aujourd'hui, et à titre individuel et à titre professionnel, je l'ai comme senti, je me suis dit, ça y est, mon projet, je l'ai. En fait, je vois ce que je veux faire, cette réunion du corps, de la beauté, de la gestuelle, du mouvement, du souffle. Soudainement, vraiment, le projet a émergé et là, ça m'a donné beaucoup de confiance parce que je dis, je suis pas en train de copier quelque chose qui existe. Parce que ça aussi, on dit, oh là là, mais tu vois, je me souviens très bien quand j'ai fait ma formation d'enseignante de Hatha Yoga, et c'était il y a longtemps, puisque c'était en 2006. Et déjà à l'époque, quand j'avais fait cette formation, on nous avait dit, bon, ne vous illusionnez pas sur les perspectives professionnelles que vous allez avoir en tant qu'enseignante de yoga, parce que déjà aujourd'hui, il y a 20 ans, on disait, il y a à peu près un prof de yoga par Parisien, tellement il y a de personnes qui se forment au yoga, tu vois. Donc c'est vrai, il y avait ce côté aussi, oui, si je fais que copier des choses qui existent, en fait, est-ce que j'ai vraiment ma place? Et en fait, la force m'a été donnée par la sensation d'avoir créé quelque chose de propre, qui était ce yoga du visage qui n'est pas propre, parce que c'est une technique qui, bien sûr, existait avant, et d'avoir créé une méthode un peu différente, un peu unique, qui réunissait toutes ces briques
que j'avais construite au cours de ces 20 années de recherche, de formation et de voyage. Et là, je me suis dit, OK, là, j'ai mon projet. Je le sens très, très bien. Et donc, ça a commencé comme ça. Après, il y a eu aussi une rencontre avec un jeune homme avec qui je ne travaille plus aujourd'hui, mais qui était quelqu'un qui travaillait sur le web. Et à l'époque, je donnais des cours au Tigre yoga dans le 16e. Et donc, il était venu vers moi parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de cours de yoga du visage en France du tout. Depuis, ça a complètement explosé. Mais à l'époque, j'étais un peu la seule à donner des cours de yoga du visage. Donc, il est venu me voir. Il a créé une chaîne YouTube. Il a créé une page Instagram qui a finalement été un peu la première, un peu médiatisée là-dessus. Et puis, l'éditeur des éditions Le Duc sont venus vers moi pour écrire un premier livre, donc en 2019, il y a 4 ans. Le livre est sorti. Finalement, après, c'était les confinements, le Covid, et tout le monde s'est retrouvé derrière son écran à avoir envie de prendre soin de soi. Donc, le yoga du visage a pris énormément d'ampleur. Donc, il y a eu, tu vois, un enchaînement de choses qui, pour certaines, étaient négatives collectivement, comme le Covid, mais qui, à mon petit niveau, ont fait que finalement, le yoga du visage est passé d'un statut très, très confidentiel à quelque chose de beaucoup plus répandu. Et donc, tout ça a fait que finalement, je me suis dit, OK, maintenant, j'ai beaucoup de demandes pour des cours particuliers, j'ai des demandes pour des formations, j'ai des demandes pour créer des protocoles de soins pour des marques. Donc, je sens que je vais réussir à avoir effectivement suffisamment de travail pour pouvoir vivre de ce métier aujourd'hui. Et donc toi, tu as démissionné en 2020? Je suis en fait partie en disponibilité pour création d'entreprise. Et puis ensuite, là, je suis encore en disponibilité pour un autre statut parce que c'est très réglementé sur ce que l'on peut faire exactement. Et j'atteins très bientôt la limite de la disponibilité. Je crois que c'est l'année prochaine, tu vois. Tu te laisses le temps en fait au cas où Disons que tu vois, disponibilité, c'est ça un peu. oui, en fait, disons que pour l'instant, en fait, j'ai un temps où je suis en disponibilité et puis après l'INSEE viendra vers moi en me disant: «Bon, bah, voilà, vous avez terminé votre disponibilité, maintenant il faut choisir, est-ce que vous revenez ou est-ce que vous restez, dans votre métier d'aujourd'hui?» Et alors, avant de nous parler du yoga du visage, est-ce que tu peux nous parler du hatha yoga? Parce que moi, je ne connaissais pas du tout. Peut-être rapidement, qu'est-ce que c'est comme type de yoga? C'est vraiment le yoga le plus traditionnel, tel qu'il est enseigné en Inde, depuis des milliers d'années, qui continue à être enseigné, alors pas partout, mais en tout cas dans certains. Et quoique, je crois que aujourd'hui, l'Inde revient un peu sur sa culture traditionnelle, comme la Chine revient beaucoup sur tout ce qui est médecine traditionnelle chinoise. Donc, les pays reviennent sur leur tradition d'origine. Donc c'est en fait, ce sont des postures très simples, beaucoup plus simples que celles qu'on voit parfois, parce que finalement, faire du yoga ne nécessite pas d'être souple comme un spaghetti bien cuit. C'est pas du tout, c'est pas du tout l'idée. C'est vraiment d'entrer dans des postures corporelles qui, en fait, vont activer les flux d'énergie d'une certaine façon, puisque nous sommes traversés par des méridiens. Il y a énormément de liens, en fait, entre finalement toute l'approche indienne et toute l'approche chinoise du corps. On retrouve cette notion d'énergie, on retrouve bien sûr aussi cette notion de muscle, notion de fascia, etc. Et donc, l'idée, c'est de faire des postures qui soient coordonnées avec le souffle, de manière à la fois à travailler sur un plan corporel, mais aussi sur une modification de l'état de conscience qui nous permet en fait d'être dans un état de conscience beaucoup plus éveillé, à la fois dans la connexion au corps, mais également avec l'environnement, avec cette notion aussi du chakra que l'on a, du chakra de base qui est vraiment le chakra de la survie, au chakra supérieur qui est le chakra de la connexion spirituelle. Donc, en fait, c'est de passer par le corps et de passer par des postures et des exercices de respiration pour être des êtres conscients et connectés. C'est un yoga beaucoup plus méditatif en fait. Alors, le hatha l'est relativement, oui, par rapport à tout ce qui est ashtanga, vinyasa, où on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement intense sur le plan corporel. On prend le temps, en fait, de rester dans les postures. Et après, moi, j'aime beaucoup aussi le yin yoga, qui est encore plus méditatif que le hatha yoga. Et je l'aime d'autant plus qu'il réunit la notion de méridien de la médecine chinoise avec les postures de hatha yoga. Donc, ce qui est un peu ce que je fais aujourd'hui aussi en yoga du visage, de réunir ces deux courants. Et donc, on prend le temps de rester dans les postures, de respirer et de laisser au corps, finalement, débloquer les flux d'énergie qui le traversent pour se rééquilibrer. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le yoga du visage? Voilà, pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout. J'imagine qu'on te pose la question très souvent en plus. Alors, le yoga du visage, donc aujourd'hui, il y en a beaucoup, donc je vais te décrire celui, en tout cas, que j'enseigne. Pour moi, le yoga du visage, donc c'est une méthode corporelle de prévention et de correction du vieillissement dans une première approche, mais qui, en fait, a beaucoup d'autres dimensions, j'y reviendrai après. Alors, corporelle, pourquoi? Parce que notre visage est composé de muscles, comme notre corps, et que ce sont ces muscles qui vont, dans leur évolution au cours du temps, dicter la façon dont nous allons vieillir.
Ceux que nous sollicitons beaucoup, avec lesquels nous nous exprimons beaucoup, vont avec le temps créer ce qu'on appelle des rides d'expression. Et puis certains que nous mobilisons moins et aussi par le fait de la gravité vont perdre du tonus musculaire et entraîner les phénomènes de relâchement, de perte de tonus au niveau du visage. Et puis on a aussi bien sûr la peau qui a besoin d'éclat et avec le temps on peut perdre un petit peu d'éclat et avoir aussi une circulation sanguine et lymphatique qui sont un peu au ralenti. Donc l'idée c'est de faire des exercices, un peu comme des postures, mais avec le visage, de manière à la fois à étirer, détendre tous les muscles qui sont excessivement en tension, parfois sans manifestation esthétique réelle, mais par exemple, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont des masséters, des mâchoires qui sont très crispées et qu'on peut aussi énormément soulager avec le yoga du visage. Donc, on travaille sur les rides du front, la ride du lion, les mâchoires, le cou, les trapèzes pour venir détendre. Et puis après, on va aussi par des exercices un peu de renforcement musculaire qui viennent de la gymnastique faciale, repulper les lèvres, tonifier les pommettes, tonifier les paupières supérieures. Ça, c'est dans une première approche esthétique et corporelle. Ça, c'est vraiment des mouvements en fait de ta Oui, bouche ou exactement. comment ça se fait? Ouais. Exactement. En fait, on mobilise la musculature du visage, donc des exercices de contraction ou des étirements ou des massages, comme par exemple pour le masséter, on peut faire du massage intrabuccal pour venir détendre. Donc, on fait tout cela avec le visage. Ce qui se passe, c'est que, en fait, on ne peut pas ne pas agir sur les émotions parce que les muscles du visage sont des muscles émotionnels. D'ailleurs, on le voit bien, notre corps est relativement indifférent à nos émotions. Si on regarde notre bras ou notre jambe, qu'on soit triste, joyeux, amer, en colère, il ne change pas. Par contre, notre visage, lui, à moins qu'on ait vraiment une carapace, change énormément. Donc, ce que je trouve de très, très beau aussi dans le yoga du visage, c'est qu'on se guérit d'un grand nombre de choses en venant libérer les muscles du visage et sur le plan de la crispation, mais aussi en les tonifiant. Par exemple, tu vois, quand on vit des périodes qui sont douloureuses en général, on sourit beaucoup moins et on contracte beaucoup plus les muscles abaisseurs qui sont ici de chaque côté des commissures et au niveau du cou. Si bien qu'au bout d'un certain temps, on a un visage qui a l'air triste et ou amer avec une sensation de trait tiré vers le bas. Parce qu'en fait, on a été malheureux pendant un certain temps. Et quand on pratique le yoga du visage, par exemple, pour tonifier les pommettes, on va énormément activer les muscles du grand sourire. Et dans notre corps, c'est vraiment, il y a des mécanismes de lien qui se font quand on sourit avec le visage, on sourit intérieurement. Il y a vraiment un effet d'aller et de retour entre les émotions et le visage. Et donc le yoga du visage est aussi une discipline qui aide considérablement à se sentir mieux. Je le vois, c'est magique chez mes élèves, à quel point en fait elles se réharmonisent émotionnellement quand elles pratiquent les exercices. Oui, en fait, ça libère les émotions qui sont ancrées dans ton Absolument. visage. Ça libère les émotions qui sont emprisonnées dans le visage. Et puis, tu vois, aussi par les automassages, on peut réparer beaucoup de choses aussi parce qu'on on a parlé finalement de l'influence parentale sur les carrières professionnelles, mais on est aussi extrêmement nombreux et nombreuses à avoir une impression de ne pas avoir reçu l'amour dont on avait besoin quand on était enfant. C'est quasiment pour tout le monde parce que forcément, on a des besoins et on a des parents qui ont fait souvent, pour la plupart de leur mieux, mais ça ne correspondait pas forcément. Et le toucher est quelque chose, être touché avec bienveillance, avec amour, c'est pas évident en fait d'avoir reçu ce toucher quand on était enfant. Et il y a une vraie réparation aussi qui peut se produire quand on se masse le visage, parce qu'on peut apprendre à se toucher avec une grande douceur qui nous permet finalement bien sûr de travailler sur le plan de la peau, mais aussi de sécréter cette ocytocine, cette hormone de l'amour dont on parle beaucoup pour les bébés au moment de l'allaitement, etc. Mais qu'on peut aussi s'auto-administrer quand on se touche avec douceur et notre visage adore. Et il est beaucoup plus resplendissant quand on l'a touché avec douceur et avec bienveillance que si on a fait des mouvements de façon brutale, sans conscience, avec une certaine agressivité. Donc c'est aussi réapprendre à se toucher et ce faisant à s'aimer. C'est vraiment un chemin d'estime et d'amour de soi que l'on peut parcourir avec le yoga du visage. Et c'est uniquement en auto-administration ou par exemple, on peut venir te voir et tu fais des massages du visage? Alors, je fais les deux, en fait. Le yoga du visage, c'est vraiment une pratique autonome. Donc, je donne des cours particuliers et j'apprends aux personnes à faire les bons gestes sur elles-mêmes, selon l'anatomie de leur visage, les besoins, les mimiques d'expression. Et après, je donne aussi des soins du visage. Donc là, on se laisse porter. On s'allonge pendant 1 heure et je prends soin du visage. Et alors, c'est rigolo parce que moi, j'avais alors, je pense, une fausse croyance qui était que, par exemple, quand je suis un petit peu fatiguée, je me touche pas trop le visage parce que justement, je me dis, ah, ça va me faire des rides, tu vois, quand on se frotte un peu les yeux ou voilà. Donc ça, alors, qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors, c'est vrai, et tu vois, je dirais, ça dépend beaucoup de la nature du toucher, en fait, et de la nature de la peau. Donc, quand on a une peau jeune, comme la tienne, par exemple, tu peux sans problème faire des mouvements même un peu toniques. D'ailleurs, tu vois, on voit qu'on a des réflexes, parce qu'en fait, se frotter les yeux quand on est fatigué, nous avons plein de points d'acupression qui sont ici tout autour et qui sont des grands points qui vont réveiller l'énergie vitale.
Donc, si le corps a envie de venir se frotter les yeux, c'est parce qu'en fait, comme les animaux, tu vois, parfois ils se mordillent le bout des pattes. En fait, ils ont plein de points d'acupression à cet endroit et ça leur permet de rééquilibrer l'énergie. Pareil, quand on a mal à la tête, souvent on vient masser ici. Et effectivement, c'est un point sur le méridien de la vésicule biliaire qui est très libérateur pour les migraines. Donc, notre corps a des réflexes spontanés pour essayer de retrouver l'équilibre quand il l'a perdu. Et là-dessus, je dirais, c'est bien de l'écouter finalement. Après, par rapport à la peau, il est important de bien connaître la nature de sa peau, de bien s'auto-analyser avant de faire des massages et des automassages. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a énormément de tutos qui sont disponibles sur les réseaux sociaux. Je dirais prudence, parce que c'est la magie et la contrepartie négative des réseaux sociaux, c'est qu'au bout d'un moment, on trouve tout et n'importe quoi. Et ce que je constate aujourd'hui, c'est que j'ai un nombre croissant de personnes qui viennent me voir en cours particulier parce qu'elles se sont abîmées le visage en faisant des tutos qui étaient beaucoup trop violents, notamment avec des gua sha, tu sais, ces petits pierres où on voit vraiment des choses où comme ça, dans le tuto, la personne prend le gua sha et racle la peau comme ça. Alors, quand on a une peau jeune, ça ne va pas lui faire du bien, mais la peau va avoir la résilience de supporter. Mais si on a une peau mature avec une perte d'élasticité, on va vraiment se casser les fibres de collagène en faisant ça. Donc, là aussi, je dirais, le bon sens est extrêmement important par rapport à toutes ces techniques. Et se toucher le visage peut lui faire un bien fou, mais effectivement, avec les mains propres, avec une peau préparée, avec une base de massage, une huile, une crème qui convient, et pas forcément effectivement de venir, tu vois, se frotter vigoureusement, d'en prendre le gant de crin et le passer sur le visage pour le réveiller, ça peut être toxique. Mais je dirais que tout est selon la nature du toucher que l'on va avoir. Mais prudence, en tout cas, vraiment le message, prudence par rapport aux tutos que l'on voit sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il faut faire preuve d'un immense discernement. Et donc, si on va sur ta page Instagram, donc Sylvie Lefranc, moi je mettrai Voilà, alors c'est Sylvie.Lefranc. Et du coup, il y a un petit point entre les deux, parce qu'il y a une Sylvie Lefranc, la pauvre, en fait, qui est un compte privé, et qui, du coup, je pense... Ok, moi je mettrai le lien de ton compte Instagram. Donc, si on va sur ton compte Instagram, on peut trouver déjà quelques Oui, tutos. absolument. J'en mets beaucoup. Alors, j'en ai mis moins récemment parce que j'ai déménagé, etc. Donc, c'est une période un peu intense cet été. Mais je mets des tutos régulièrement où je précise justement, j'essaye vraiment de donner les pour et les contre de chacune des pratiques. On peut retrouver aussi les conseils dans les livres que j'ai écrits aux éditions Le Duc, où je mets à chaque fois aussi les pour et les contre. Il y en a un qui va bientôt arriver en 2024, un nouveau avec d'autres pratiques. Et oui, il y a des tutos. J'ai aussi une chaîne YouTube sur laquelle on retrouve après les mêmes vidéos que sur Instagram. Et tu fais aussi des cours. Comment ça se passe un peu, toutes tes activités? Alors, donc il y a plusieurs types d'activités. Il y a les cours particuliers que je donne à Paris, en présentiel, ou que je peux donner en ligne. Mais c'est vrai que j'essaye de privilégier le présentiel maintenant que les choses sont revenues dans l'ordre. Je trouve qu'il n'y a rien tel qu'un vrai rapport, un vrai contact humain. Je donne des soins du visage, je donne des formations professionnelles donc pour former des futures enseignantes de yoga du visage. Et après, je donne aussi des ateliers. Certains sont sur Paris et certains sont en ligne aussi. Il y en a un prochain en octobre sur le thème du sommeil aussi, parce qu'on peut vraiment utiliser aussi nos routines de yoga du visage pour favoriser un bon sommeil. C'est très relaxant de venir se masser le visage d'une certaine façon. Donc, il y a plein de propositions différentes. Et oui, donc on n'a pas donné le nom de tes livres parce que tu en as 3 et ton best-seller s'appelle Yoga du visage, 5 minutes par jour pour rajeunir. Donc je mettrai le lien aussi pour les auditeurs qui voudraient le commander. Et alors, en combien de temps on peut voir des résultats physique? Bon, alors, parce que émotionnel, j'ai compris que c'était assez rapide, j'imagine, dès qu'on commence à prendre soin de soi. Mais des résultats physiques, parce que c'est vrai que, bon, alors, l'épisode sera diffusé aussi sur YouTube, donc on a certains auditeurs qui vont te voir, mais les autres qui nous écoutent, c'est assez rigolo parce que tu as un visage, on dirait que tu souris tout le temps, même quand tu as ton visage... je veux dire, de repos. Donc, c'est assez incroyable. On voit les effets sur toi parce que vraiment, tu as un visage, voilà, les pommettes sont très marquées. Donc, comment on fait, voilà, pour, si on veut avoir le même visage souriant, combien de temps ça met? Alors, l'idéal est de pratiquer régulièrement. Il vaut mieux pratiquer 5 minutes par jour qu'1 heure le dimanche. Comme avec le sport, c'est la régularité de la pratique qui va faire que les bénéfices vont s'installer. Le gros bénéfice aussi, alors tu vois, dans le best-seller Yoga du visage 5 minutes par jour pour rajeunir, justement, 5 minutes par jour, on peut dire, est-ce que ça suffit 5 minutes? En fait, c'est déjà énorme 5 minutes parce que les muscles du visage sont des petits muscles qui vont donc réagir très vite à la sollicitation, surtout quand on a bien ciblé les exercices finalement qui nous correspondent. Et après chaque automassage, après chaque exercice de mobilisation musculaire, déjà on voit la peau est plus chaude, elle est plus éclatante, on a activé la microcirculation sanguine et la circulation lymphatique. Donc je dirais après chaque séance de yoga du visage, on voit déjà une différence. Après bien sûr, les bénéfices vont s'estomper au cours de la journée et on va les restaurer le matin. Donc je dirais que on voit vraiment les bénéfices durables s'installer
au bout de 4 à 6 semaines de pratique, là, normalement, on commence à voir les choses, même si, bien sûr, cela dépend du point de départ et de l'âge de la personne. Si on part d'un visage qui est très marqué, très fatigué, très ridé et mature, le temps va être davantage nécessaire pour avoir des résultats que sur un visage jeune qui a quelques petites choses à corriger. Mais au bout de 4 à 6 semaines, les résultats commencent à s'installer durablement. Et alors, tu permets de muscler le visage? Moi, par exemple, j'ai un problème, c'est que je fronce beaucoup les sourcils. Donc, je pense que je vais avoir beaucoup de rides au niveau du front. Par exemple, est-ce que tu arrives à corriger pour qu'on ait moins de mouvements comme Oui, ça au niveau des absolument. sourcils? Il y a toute une rééducation que l'on peut faire entre le front et les paupières. Et c'est vrai que donc le muscle frontal est un muscle qui peut être très, très, très réactif et qu'on peut contracter beaucoup. Et donc, en yoga du visage, on a toute une phase de prise de conscience, de prise de contact pour détendre, en parallèle du souffle, parce que c'est beaucoup de tension nerveuse qui se manifeste dans le front. Ensuite, on a une phase où on va étirer le muscle frontal pour lui redonner toute sa longueur. Et puis après, on a une phase de rééducation, où on va apprendre au front à rester au repos, tout en faisant des mouvements avec les yeux, de grands yeux, ou de regarder vers le haut. Et plus on va faire ça, plus le visage va développer d'autres mécanismes. C'est vraiment de la rééducation. En fait, peut-être que pendant des années et des années, j'ai mobilisé mon front, souvent de façon inconsciente, et aujourd'hui, je l'habite, je le ressens et je lui apprends à rester au repos. Et on peut s'aider aussi avec tout ce qui est tape, tu sais, les face tape pour le visage, qui seront d'ailleurs en partie l'objet de mon prochain livre aux éditions Le Duc. On peut aussi s'aider avec ça parce que c'est vrai que ça aide d'avoir un support physique qui immobilise la masse musculaire du front, par exemple, pour le rééduquer, notamment la nuit. Ça peut vraiment avoir des bénéfices très, très complémentaires à la pratique de yoga du visage le jour. Ah oui, c'est super intéressant. Et alors, plus côté business, alors moi, je suis toujours un petit peu intriguée par exemple, les profs de yoga parce que comme vous diffusez beaucoup de supports gratuits, tu vois, si on va sur ton compte, on va pouvoir voir déjà des tutos. Je me demande comment c'est possible d'en vivre finalement parce que j'ai l'impression que voilà, il y a peu d'activités qui sont, rémunérées pour pouvoir après, pouvoir gagner sa vie. Donc comment toi tu t'es organisée? Est-ce que c'est possible? Parce que j'imagine que les auditeurs, ils ont aussi ce souci. Il y a plein d'activités comme ça où, tu vois, il y a beaucoup de contenu gratuit. Donc comment on fait dans ce cas-là pour en vivre? C'est vrai. Alors, il faut, je pense, diffuser un peu de contenu gratuit pour faire connaître les choses. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en yoga du visage notamment, il y a des milliards de tutos qui existent et on pourrait dire, mais finalement, je n'ai pas besoin d'avoir une enseignante de yoga du visage. Alors, je dirais qu'il y a l'expertise. C'est ce que je dis à mes élèves de formation professionnelle, c'est que, bah, tu vois, c'est comme quand, par exemple, on va aller voir une naturopathe, on peut regarder un peu sur les réseaux sociaux, et puis après, il y a la vraie compétence du ou de la professionnelle qui va pouvoir analyser le corps, ressentir le pouls ou d'Ayurveda ou de médecin traditionnel chinois, où en fait, il y a une analyse qui va au-delà des petits symptômes, c'est cette capacité d'expertise professionnelle. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important de développer quand on veut lancer, je pense, une activité pour se dire, OK, même s'il y a du contenu gratuit, mais j'ai une expertise qui ne pourra jamais être gratuite, entre guillemets, parce que c'est un talent, finalement, que je dois développer et que je dois mettre en œuvre. Donc, moi, en fait, aujourd'hui, donc je ne vis que de mon activité de yoga du visage depuis plusieurs années maintenant, et je la répartis. Donc, je donne des cours particuliers en présentiel sur Paris ou en ligne. Je donne des soins du visage, je donne des formations professionnelles qui représentent une part importante aussi de mes revenus. Alors, je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire en 2024 pour renouveler un peu, mais je donne des formations professionnelles. Et puis après, je travaille aussi en partenariat avec des marques. Moi, je ne suis pas influenceuse. J'avais pas envie finalement de rentrer dans cette logique-là en me disant, bah, à partir du moment où après je suis payée pour parler d'un produit, mon indépendance vis-à-vis des produits commence à être un peu floutée et je parle de produits, mais de produits qu'on m'offre parfois, que j'achète souvent et dont je parle parce que je les aime finalement. À me dire comme ça reste une ligne directrice. En tout cas, pour le moment, je n'ai pas eu besoin de ça pour reproduire. Je touche du bois pour que ça continue. Et après, je crée aussi des protocoles pour les marques. Donc, les marques qui sont distribuant des spas, donc des protocoles de soins facialistes pour les marques. J'ai beaucoup travaillé avec Payot, pour qui finalement j'ai refait toutes les gyms beauté Payot au cours des 2 dernières années et créé d'autres gyms beauté. J'ai travaillé voilà, pour plein d'autres marques aussi, Kenzo, pour le lancement de Kenzoki, des marques un peu plus petites comme Paoma, dont j'ai fait les protocoles de soins facialistes en spa, etc., etc.
comment ça s'est passé pour toi quand tu t'es lancée? Parce que comme c'était très novateur, tu étais pionnière dans ton domaine, il y a eu toute cette dimension de éduquer le marché. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne chose quand on se lance? Quel est ton avis par rapport à ça? Comment toi tu l'as vécu? Alors oui, j'ai eu beaucoup de joie, tu vois, à me dire: «Ah c'est vraiment très stimulant finalement de me dire je propose quelque chose qui n'existe pas vraiment encore», même si de nouveau ça existait, mais pas sous cette forme et cetera. J'ai trouvé ça très stimulant et tu vois, aujourd'hui, à l'inverse, maintenant que il y a des tutos de yoga du visage partout, tu vois, parfois je me dis: «Mais quelle est ma place encore aujourd'hui?» Ça oblige à se renouveler, beaucoup et à être encore plus professionnelle, mais c'est vrai que je suis plus, déstabilisée par la profusion que par le fait d'avoir été seule. Tu vois, j'ai trouvé ça finalement plus facile, quand on est seul, finalement, on se dit: «Bon, bah, ma place est claire», alors que quand il y a beaucoup de monde autour, on se dit: «Bon, ben, il faut que je repense ma place en permanence», en fait. Et je dirais que c'est plus ça, tu vois? Si je devais donner quelque chose que je trouve qui me demande beaucoup d'adaptation et d'adaptabilité, c'est de se dire: «OK, je passe d'une situation où je suis seule sur le marché à une situation où il y a énormément de monde et beaucoup de copies». Ça aussi, j'en parlais avec Maya Alléome de Santara Holistique, que tu connais peut-être, c'est la personne qui fait les gua sha et cetera, qui est pareil, a été la pionnière dans les instruments de beauté en France. Et puis aujourd'hui, il y a énormément de marques qui font la même chose. Et de se dire comment je gère le fait d'avoir vraiment l'impression parfois d'être copiée. Là, tu vois, il y a des tutos, c'est carré. Tu dis, bah, waouh, c'est juste le visage qui change, mais quasiment les mots, mot pour mot, sont les mêmes mots. Tu vois, de dire comment je gère ça en étant finalement alignée, en ne se cristallisant pas, en ne se crispant pas sur le fait que ce soit comme ça, en disant, bah, ok, c'est un signe que ça fonctionne finalement. Si c'est copié, il y a plein de personnes qui font pareil. Et se dire après comment je continue à dessiner mon chemin d'une situation où j'étais seule à une situation où nous sommes énormément. Ouais, c'est vrai que c'est fou parce que ça a beaucoup changé en fait en quelques années. Absolument. Et alors, si tu pouvais revenir en arrière, quels conseils tu te donnerais? Donc voilà, si tu pouvais revenir dans tes premières années en tant que haut fonctionnaire, qu'est-ce que tu te dirais? Je dirais d'écouter sa voix, de ne jamais l'éteindre. Je pense que, je ne regrette rien, tu vois? Je pense que ça m'a donné un cadre, une rigueur, un mode de fonctionnement qui m'est très utile aujourd'hui. Pareil, mes études finalement, d'avoir fait des maths, j'ai une certaine, discipline scientifique par rapport aux choses en me disant: «Je ne vais jamais dire quelque chose que je n'ai pas validé. Je vais pas dire: "Cet exercice est fantastique" si je ne l'ai pas testé sur moi et sur des élèves pendant plusieurs mois avant de dire: "C'est fantastique"». Tu vois? Donc il y a ce cadre finalement, je dirais, je ne ressens aucun regret, mais le conseil que je donnerais, c'est que pour toute personne qui est aujourd'hui dans un contexte professionnel et qui sent qu'en fait, il y a une petite flamme à l'intérieur qui brûle, qui rêve de devenir un grand feu, de ne jamais l'éteindre et de continuer à l'alimenter, même si c'est vrai qu'il y a des moments où on ne peut pas faire des transitions, il y a des moments où économiquement c'est très compliqué, on n'a pas ni la possibilité matérielle financière, ni encore le projet qui est complètement mûr, mais de toujours alimenter la flamme en allant à des conférences, en suivant des stages, en faisant des formations, en écoutant des personnes inspirantes, de manière à ce que la flamme continue à être alimentée. Et je pense qu'il y a un moment où elle est suffisamment puissante pour nous permettre d'aller sur le chemin et de créer notre vie professionnelle. Oui, il y a un temps pour tout. Et il n'y a pas de temps perdu. On n'est pas en train de perdre du temps, on est en train de faire des expériences. Et même après, nous, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, on ne sait pas si c'est ce qu'on fera encore dans 3, 4, 5, 10 ans, mais on apprend des choses, on fait des expériences et ça nous construit petit à petit. Et de se dire qu'il n'y a pas de temps perdu et que parfois on a besoin, entre guillemets, d'aller chercher de l'argent. C'est nécessaire parce qu'on a besoin pour vivre, on doit se nourrir, nos enfants, notre famille, etc. C'est très important et c'est très noble aussi. En fait, de se dire, il n'y a pas de mauvais métier, de beaux métiers, mais de bien savoir pourquoi on le fait et de jamais éteindre la flamme à l'intérieur. Oui, toujours le faire pour soi et pas pour les autres et Absolument. puis être en accord avec notre décision. Alors, dernière question, c'est maintenant la nouvelle question de la fin. Est-ce que tu peux nous dire quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Alors, je dirais d'écouter sa voix intérieure. Quelle que soit la structure, la personne et quels que soient les atours de la structure et de la personne, et notamment le sentiment de puissance qu'elle peut dégager, le sentiment de confiance qu'elle peut dégager, etc. De se dire si à l'intérieur, je sens que ça ne résonne pas pour moi, alors ça ne résonne pas pour moi. Ouais, il faut pas se forcer à se mettre dans la boîte. Et même, tu vois, parce que même aujourd'hui, tu vois, par exemple, parfois, j'ai des propositions de partenariat avec des marques qui sont très alléchantes sur le plan financier et de la notoriété, etc. Et à l'intérieur, je me dis, ça résonne pas à l'intérieur, donc je ne vais pas le faire.
Oui, tu comprendras après pourquoi et puis, tu suis beaucoup ton Oui, instinct. absolument. Un grand merci Sylvie, donc je mettrai, tes réseaux sociaux, ton site internet, tes livres pour les auditeurs qui voudraient en savoir plus. Un grand merci pour, tous tes conseils et ton témoignage très inspirant. Merci à toi, Claire. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, abonnez-vous et laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous souhaitez suivre les dernières actualités du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram @oserlareconversion et pour prolonger la discussion, rendez-vous sur notre groupe Facebook dédié aux auditeurs. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser des questions, je serai ravie d'y répondre par mail à l'adresse partenariat avec un s @oserlareconversion.com.